l'a vu au Nord Kivu? Qui l'a vu à Goma? La présence de Joseph Kabila dans cette partie du pays continue de créer beaucoup, d'alimenter les questions d'actualité et discussions sur les réseaux sociaux, même dans les médias traditionnels. Mesdames et messieurs, on va donc analyser les décisions prises contre l'ancien président Joseph Kabila par le gouvernement. D'abord, le ministre ou le ministère de l'Intérieur ainsi que le ministère de la Justice et garde de Sceaux. ECC 5O, Doha, Lomé, Nairobi. Quelle est la voie idéale de paix dans notre pays, la République démocratique du Congo? Mesdames et messieurs, deux invités sur ce plateau. Avant de vous présenter les questions d'actualité, on va commencer par ordre d'arrivée comme d'habitude. Monsieur Manix Yenda, il est analyste des questions d'actualité. Bonjour, Monsieur Manix Yenda, et bienvenue dans Grand Tribune. Merci beaucoup, Monsieur Dan. Merci de m'avoir invité. J'ai dit salutations à mon co-débatteur, Yves Badjogo, et salutations à toute la population congolaise qui nous suit. Merci bien, Monsieur Manix Yenda. Monsieur Yves Badjogo, bonjour, cadre à la jeunesse de l'ECID. Bienvenue aussi dans Grande Tribune. Bonjour, merci pour l'invitation. Je n'oublierai pas de saluer mes frères de Kishiché, de Kiwanja, de Rumangabou, de Lubero, de Massissi Centre, de Kwamut, de Plateau des Batéké, de Bukavu, de Goma, de partout où la République a démissionné. Ils ont laissé à leur triste sort, leur rappeler toute notre affection et leur rappeler que nous continuons à nous battre pour que la paix, qu'ils recouvrent la paix et la sérénité dont on a toujours bénéficié en République démocratique du Congo. Merci bien, Monsieur Badjogo. Également, voici les quelques questions d'actualité prévues pour vous aujourd'hui, messieurs, dames. Suite à l'annonce de Joseph Kabila à Goma, le ministre de la Justice a donné injonction à l'auditeur général des FARDC ainsi qu'au procureur général près la Cour de cassation d'engager des poursuites judiciaires contre Joseph Kabila et ses complices responsables du PPRD-FCC pour leur participation directe à l'agression menée par le Rwanda à travers le mouvement terroriste AFC M23. En outre, il a également requis la saisie de l'ensemble de leurs biens mobiliers et immobiliers. Des mesures de restriction de mouvement sont ordonnées à l'encontre de tous les membres responsables du PPRD-FCC impliqués dans cette affaire de haute trahison envers la nation. En outre, le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières informe l'opinion que conformément aux dispositions légales établies, les activités du PPRD sont donc suspendues sur l'ensemble du territoire national. Par ailleurs, le ministère de l'Intérieur va saisir le parquet près la Cour constitutionnelle pour porter les faits. Toute saisie immobilière sans une décision judiciaire irrévocable et nulle en droit. L'injonction s'adresse au procureur général près la Cour de cassation, au procureur général près la Cour constitutionnelle en droit pénal constitutionnel. Quelle est la base de cette injonction et va-t-on s'adresser au Congrès? S'interroge Monsieur Laurent Onyemba, professeur. Voilà. On ne peut pas se réveiller dans un pays normal pour suivre les communiqués des ministres ordonnant de porter atteinte aux biens des particuliers avant même une enquête, ni une décision de justice, celle de l'arbitraire. Alors même qu'il menait des troupes du MLC à la rébellion, Jean-Pierre Bemba n'a pas vu son entreprise comme celle et ses biens immobiliers faire l'objet de saisie. Étienne Tshisekedi n'a jamais subi de saisie des biens alors même qu'il recevait des honneurs des troupes du RCD ou trinqué avec Paul Kagame. Nous assistons à la justice du plus fort et cela finit toujours très mal. De grâce, assumez-vous et sortez de droit dans vos règlements de compte. Hervé Diakessé, porte-parole. Ensemble Moïse Katumbi. Le PPRD Ferdinand Kambere déclare ce qui suit: l'invention de la présence de Kabila à Goma est une affabulation du régime Tshisekedi. Le ministre de l'Intérieur, censé être bien informé, se trompe lourdement. Qui a vu Kabila de ses propres yeux à Goma? Qui a vu des photos de lui dans cette ville? Nous déplorons qu'un gouvernement prenne des décisions basées sur des rumeurs qu'il a lui-même créées. Patrick Mouyaya dit ceci:
Moi, je ne l'ai pas vu, mais j'ai entendu. Nous avons lu des articles, nous attendons de le voir et de l'écouter. La nation le rappelle, il répond présent. De Goma, il livrera un discours qui fera date, qu'on se le dise. C'est Barnabé Kikaya, proche donc de l'ancien président Joseph Kabila. Autre nouvelle, on l'a appris ce matin, triste nouvelle, le pape François Ier est décédé ce lundi 21 avril à 88 ans depuis le 14 février. Il avait été hospitalisé pour une pneumonie aux 2 poumons à l'hôpital Gemelli de Rome. Il a fait sa dernière apparition sous la place Saint-Pierre. À l'occasion de la messe de Pâques, le jésuite argentin a été élu en 2013 après la démission de Benoît XVI. Voilà, merci bien mesdames et messieurs. Bienvenue dans votre émission Grande Tribune. Alors, la présence de l'ancien président Joseph Kabila continue de faire couler encre et salive. On va revenir sur les décisions prises contre l'ancien président et aussi la polémique que cela crée. Monsieur Manix Yenda, je commence par vous, puisque vous êtes celui par qui on a commencé. Naturellement, je repasse à vous la parole en premier. Vous avez suivi les réactions des autorités par rapport à la présence de Joseph Kabila. Est-ce que vous trouvez ces réactions proportionnées, justes, cohérentes, ou encore des décisions qui s'adaptent à la situation parce qu'on accuse Joseph Kabila de haute trahison? D'abord, le premier constat que je fais sur ces débats autour de la présence de Joseph Kabila à Goma, je note qu'il y a une sorte de déchéance des responsabilités et même l'incapacité d'assumer la position du PPRD et celle de Joseph Kabila, considéré comme la locomotive de ce parti. Joseph Kabila va venir à Goma, ou carrément dans la partie orientale. Cela nous a été annoncé par les caciques de la famille politique de Joseph Kabila, mais aussi par Olivier Kamitadou, qui est un partenaire originel de Joseph Kabila. Joseph Kabila va venir à Goma, cela a été le souhait de beaucoup de cadres. Nous avons même lu le tweet de beaucoup, j'ai lu le tweet de Madame Arlette Odia, j'ai lu le tweet de Barbara Nzimbi, j'ai lu le tweet de Ferdinand Cambéré et même de India Omari. Eux tous étaient contents que Kabila soit arrivé à Goma et que Kabila regagne le pays. Et d'ailleurs, ils nous ont même informé que dans le jour qui viennent, à partir de la ville de Goma, Kabila va s'adresser à la population congolaise avec un message à la nation qu'il a réservé pour le peuple congolais. Et quelques heures après, ils disent qui a vu Kabila. Ils disent Kabila n'est pas arrivé à Goma. Ils disent les gouvernements congolais, les régimes de Félix Tshisekedi, Union sacrée de la nation, entretiennent des rumeurs, des spéculations autour de l'ombre de Joseph Kabila dans la partie Est. Pendant ce temps, Kabila, qui a ce droit de démentir, Kabila n'a pas fait un démenti. Kabila n'est pas revenu, il n'a même pas mandaté un des cadres du PPRD pour effectivement dénoncer. Il y a eu même des médias relais qui ont confirmé, notamment la Radio France Internationale, la RFI, qui a fait mention de ses sources au niveau de Goma, des sources au sein du groupe M23 et de certaines sources à Kigali qui auraient confirmé à la RFI qu'effectivement Kabila est arrivé dans la ville de Goma. Encore que la RFI n'a pas fait un démenti. Et à ces stades, puisque certains cadres du PPRD disent que Kabila n'est pas là, c'est qu'il serait une obligation pour la RFI de dénoncer ou de, disons, de citer nommément
l'air source qui avait confirmé la présence de Joseph Kabila à Goma. En fait, M. Dan, moi je pense que Kabila soit à Goma ou pas, d'une manière ou d'une autre, Kabila est à Goma. Parce que lorsque vous voyez Nanga, Nanga c'est un Kabila mais dans un autre corps. Ne perdez pas de vue. Si nous avions autrefois considéré le M23 comme le supplétif du Rwanda, autant nous avions considéré l'AFC de Corneille Nangaa comme le supplétif de Joseph Kabila. Nous avons deux protagonistes, Kagame et Kabila. Et chacun a son groupe rebelle sous-traité. Je reviens encore à l'histoire, à la généalogie même du combat de Corneille Nangaa, médiateur de son État qu'il était, l'ancien président de la CENI, quand je dis médiateur, c'est lui l'arbitre de la compétition politique entre les acteurs politiques dans un jeu électoral. Et quelque temps, Nangaa qui passe à la télé pour faire le plaidoyer au nom de Joseph Kabila. Nangaa qui réclame le respect d'un deal, d'un accord qui serait entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Pendant que Nangaa plaidait pour la cause du respect du dit accord, Nangaa fait le jeu de Joseph Kabila. Nangaa devient le porte-parole de Joseph Kabila. Nangaa prend la cause et effet pour le compte de Joseph Kabila. Et donc aujourd'hui, que vous voyez physiquement Kabila à Goma ou pas, Kabila est à Goma. Parce que lorsque vous voyez Nangaa, c'est Kabila dans un autre corps. Mais aujourd'hui, M. Manisienda, cette rumeur qui enfle, cette rumeur, on ne sait plus vraiment si c'était une rumeur ou si c'est une vérité, mais elle est contredite par ceux du Front commun pour le Congo. Est-ce vraiment une preuve qui illustre bien que les propos du chef de l'État, qui accusait Joseph Kabila d'être derrière l'AFCM 23, est-ce vraiment une illustration? Est-ce vraiment une preuve que le chef de l'État avait raison de le dire? Bon, moi je souhaite que nous ne soyons pas perdus dans ces débats. Restons attachés à ce qui est essentiel. Le plus important, ce n'est pas une spéculation qui serait faite autour de Joseph Kabila, sa présence à Goma ou pas. Prenons cette hypothèse. Admettons que c'est une rumeur, ce n'est qu'une spéculation. Est-ce parce que c'est une spéculation que cela dédouanerait Joseph Kabila, sa relation avec le M23 et l'AFC de Corneille Nangaa? Est-ce parce que c'est une spéculation que l'AFC de Corneille Nangaa ne serait plus de pantin ou un supplétif de Joseph Kabila? Vous avez parlé de la déclaration du président Tshisekedi sur Joseph Kabila, le considérant comme le patron de l'AFC. Déjà, je vous informe, le président de la République l'a dit en sa qualité de premier citoyen le plus informé de la République. Encore que tout ce que le président prend comme ou donne comme information est davantage alimenté par le service de sécurité de notre pays qui alimente le président de la République sur certaines informations sensibles de la République. Ce qui voudrait dire que les présidents de la République ne s'expriment pas de manière hasardeuse. Mais le plus important, c'est de voir l'attitude, d'analyser les comportements de Joseph Kabila. Il y a eu un temps où Joseph Kabila a dit aux Congolais que le combat du M23 était un combat légitime, parce que le M23 était porteur des aspirations du peuple. C'est Kabila qui l'a dit. Kabila qui, ne voyant rien, l'implication du Rwanda dans tout ce qui se passe dans la partie Est, s'il vous plaît, ça c'est quand même important. Kabila s'est même permis d'interdire à l'Afrique du Sud d'apporter son soutien à un pays qu'il a dirigé pendant 18 ans. Et donc, aujourd'hui, tout est clair que Joseph Kabila a choisi son camp. Joseph Kabila
s'est engagé dans un combat contre la patrie. Joseph Kabila a déchiré les tissus de l'unité nationale qu'il a lui-même construit. Joseph Kabila a trahi même le serment de son père, n'est jamais trahir le Congo. Joseph Kabila donne raison à ceux qui doutent encore de sa nationalité en tant que Congolais d'origine. Eh bien, Joseph Kabila s'est discrédité dans l'opinion nationale parce qu'aujourd'hui, le peuple congolais regarde Joseph Kabila d'un œil très différent. Merci bien, Monsieur Manix Yenda. Je vais vous revenir dans quelques instants. Alors, je passe la parole à celui qui est en face de vous, Monsieur Yves Badioko, de l'ESID. Comment vous analysez les faits? Quels sont les constats? Quels sont les constats que vous faites par rapport à cette actualité liée à la présence de l'ancien président de la République, Goma, présence démentie par certains des cadres de son parti? Comment vous analysez les faits? Oui, merci. Laissez-moi, avant de commencer, de saluer mon camarade Herman Zita, que j'ai eu la chance et l'honneur de désigner coordonnateur de la Ligue des jeunes de la province de la Tchangou. Je lui souhaite un bon et fructueux mandat à lui et à tous ses collaborateurs. Je vais commencer un peu avant d'arriver à votre question. Ça m'a intéressé d'entendre que c'est Kabila qui a interdit à l'Afrique du Sud d'envoyer des troupes en RDC. C'est quand même grave. C'est quand même gros, et c'est quand même très grave. D'envoyer des troupes. Oui, c'est mon ami Yenda il a évoqué ça dans son communiqué. Qui a dit. Donc, un individu est capable de mettre en branle la diplomatie de tout un État. C'est quand même grave. Ça montre à suffisance la déliquescence de l'État. L'État congolais n'existe plus. Quand nous disons que la République est dans la rue, mais la République est effectivement dans la rue. Si Kabila, un individu, pourrait être capable de faire ça, la diplomatie agissante dont on parle, je me pose la question, c'est situé à quel niveau? Mais c'est une réalité qu'il décrit effectivement parce que notre diplomatie est totalement morte. Il ne faut pas vous contenter des pseudo-sanctions qui sont imposées ça et là. Notre République est totalement morte et la République démocratique du Congo est un pays seul. Aujourd'hui, nous sommes... Bon, il n'a pas dit ça, mais c'est ce que ça voulait dire, sa position, en disant que Kabila a interdit à tout un gouvernement, à un pays, de pouvoir envoyer. Ça donne peut-être trop d'importance à Kabila ou trop d'influence à Kabila, je ne sais pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que Nanga fait le jeu de Kabila. Nanga, c'est Kabila dans un autre corps. Mais Nanga, il fait le jeu de Kabila depuis quand? Donc mon ami Manix Yenda il renforce notre position, que nous avons toujours soutenue, que Nanga n'a toujours été qu'un pion de Kabila depuis les élections de 2018 et qu'il a concouru à placer M. Tshisekedi là où il était. Nanga l'a dit, il a répété, je suis content qu'aujourd'hui Manix le reconnaisse. C'est une bonne chose. Mais oui, le deal. Effectivement, qu'il y a eu un deal qui a sabordé la volonté du peuple pour donner le pouvoir à M. Tshisekedi. Tout ça, c'est dû au fait que le deal n'aurait pas été respecté alors. Peut-être bien. Très probablement. Mais le plus important, c'est que la volonté du peuple congolais a été sabordée. Et nous, aujourd'hui, en assumant toutes les conséquences, nous mesurons aujourd'hui les conséquences avec toutes les guerres qui n'arrêtent pas de se succéder, avec l'ingouvernabilité de la ville de Kinshasa, avec l'ingouvernabilité de la République démocratique du Congo et les crises multiformes que nous sommes en train de vivre. C'est un des maillons importants de la chaîne. Nous avons répété ici que M. Tshisekedi a dit que Kabila était le patron de la FCM23. Mais je crois que Tshisekedi, il a dit ça fait à peu près une année, peut-être, ou un peu moins d'une année. Alors la question que je me pose, pourquoi est-ce qu'en ce temps-là, le ministre de l'Intérieur de l'époque n'avait pas pris la décision de suspendre le parti de M. Kabila? Pourquoi est-ce que la justice ne s'était pas mise en branle? Pourquoi est-ce que le ministre de la Justice de l'époque n'avait pas pris l'injonction pour l'ouverture d'une enquête contre Kabila? On se pose la question du momentum. Pourquoi maintenant? Pourquoi pas hier? Alors qu'ils avaient toutes les informations. M. Tshisekedi a toujours été présenté, à mon avis à tort, comme celui qui détenait
la majeure partie d'informations, qu'il était le citoyen, qu'il serait le citoyen le mieux informé de toute la République. En tant que chef de l'État, il a tous les services entre ses mains, qui l'informe au quotidien. Ça fait une année qu'il savait, que Kabila, c'était le patron du M23. Mais pourquoi aucune action n'a suivi? Pourquoi seulement maintenant? Pourquoi pas à l'époque? Ce sont les questions essentielles qu'il faut effectivement que nous essayons de nous poser, sinon nous perdons le fil de l'histoire politique. Le PPRD parle d'un acharnement, d'une dictature, de la violation de ses droits, et qu'on ne peut pas, décider de saisir ses biens, meubles et immeubles, parce qu'il serait à Goma. C'était une violation de ses droits. Est-ce que vous en pensez? J'en arrive. J'en arrive. Aujourd'hui, nous fusillons tous le M23, que le M23 agresse notre République et que, je vais lire un peu ce que le ministre de l'Intérieur a dit. Il a dit « L'attitude ambiguë de M. Joseph Kabila, ancien président de la République, sénateur à vie et autorité morale du PPRD, qui face à l'occupation d'une partie du territoire national par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23, n'a jamais, dans ses déclarations devant la presse, condamné cette agression. » C'est ça qu'on reproche à Kabila, de ne jamais avoir condamné l'agression. Et en second lieu, son choix délibéré de rentrer au pays par la ville de Goma, sous contrôle de l'ennemi qui assure curieusement la sécurité. Je me demande, je trouve ça un peu léger. C'est très léger. Qu'est-ce qu'on reproche de manière fondamentale à Kabila? S'il y a des éléments, est-ce que le ministre qui travaille avec Félix Tshisekedi devrait avoir plus d'éléments que ça, être un peu plus solide dans ses argumentaires. Mais je rappelle ici que M. Tshisekedi nous a dit que son ministre de l'Intérieur de l'époque, je crois qu'Akonde avait invité le M23 dans cette République. Il est de l'UDPS. Alors, si nous sommes un tantinet conscients, l'UDPS doit être aussi interdit d'exercer dans cette République. Pourquoi? Et ils ont invité pour avoir invité le M23 ici. Un accord. Il y avait quoi? Il y avait déjà un accord. Signé par qui? Qui datait de très longtemps. Et voilà. Mais signé par qui? Le gouvernement de l'époque, le gouvernement de M. Kabila. Bon, vous dites ce que vous voulez, mais moi je reste constant. Si il faut arrêter les activités du PPRD, il faut arrêter les activités de l'UDPS, parce que l'UDPS a fait même pire. A invité des rebelles ici pendant 1 année et demie. Et ce ne sont pas mes propos, ce sont les propos de M. Tshisekedi. Même pas des propos. Il a rappelé. Et ben, il s'est désolidarisé, il s'est défaussé, un peu comme à son habitude, en disant qu'il n'était pas au courant. C'est pourquoi j'ai dit qu'il n'est pas le citoyen le plus au courant du monde. 2 poids, 2 mesures. Voilà, il y a donc 2 poids, 2 mesures. Donc si on veut être conséquent, on suspend les activités de l'UDPS. Mais il faut faire très attention. Mais là, il en tant que ministre, pas membre de l'UDPS. Mais c'était un ministre de l'UDPS. Ça ne change rien. On est au gouvernement, on est... Même Tshisekedi, il est l'autorité morale de l'UDPS. Et le ministre, vous voulez qu'il sorte de là comment? Donc il faut interdire des activités de l'UDPS si on veut rester cohérent avec nous. Mais il y a quelque chose de très important que nous sommes en train de faire, pas nous tous, mais que certains sont en train de faire. Et j'ai entendu Maïnix, il est dans la même veine. Nous congolisons l'agression rwandaise. Nous congolisons l'agression rwandaise. Mais en disant que Kabila, c'est le patron de l'AFC et du M23. Qu'est-ce que vous voulez maintenant que le Rwanda vienne faire dedans? C'est nous qui disons, nous allons manquer d'arguments demain. Parce que Kagame va dire, ah, mais Tshisekedi a dit que c'était Kabila le patron. Moi, je ne suis pour rien. Et que toute l'agression se résume en Congolais. Ah, maintenant, il faut qu'il y ait un patron des patrons. Vous voyez dans quelle situation ça nous met? Ça nous met dans une situation extrêmement difficile, extrêmement compliquée. Mais il faut regarder plus que ce qui est dit. Il faut savoir écouter, voir ce qui n'est pas dit et écouter ce qui est caché. Aujourd'hui, nous sommes dans un processus. M. Tshisekedi a adoubé le processus des évêques de la Senko. M. Kabila a adoubé le processus des évêques de la Senko. Et aujourd'hui, le momentum est choisi pour pouvoir court-circuiter ce processus. Parce qu'il n'y a que ça. C'est ça la réalité. C'est qu'on veut court-circuiter le processus piloté par les évêques, qui est le processus de Kinshasa. C'est pourquoi on sort cet argument aujourd'hui avec Kabila. Et nous commençons petit à petit à être convaincus qu'entre M. Kabila et M. Tshisekedi, le courant passe toujours comme à l'époque. Et
qui sont en train, effectivement, de jouer des rôles. À chaque moment, ils entament un acte. Mais s'il vous plaît, je vais prendre la parole. À chaque moment, ils entament un acte pour pouvoir nous distraire des questions réelles et des questions majeures. Qu'est-ce qui se passe à Doha aujourd'hui? On ne sait pas ce qui se passe à Doha. Qu'est-ce qui s'est dit à Doha aujourd'hui? Qu'est-ce qui est décidé? Parce que nous apprenons qu'il y aurait soit une déclaration, soit une feuille de route ou quelque chose qui sortirait de Doha. On détourne notre attention. Pourquoi est-ce qu'on veut s'aborder les processus des évêques? Pourquoi est-ce qu'on veut nous cacher ce qui se passe à Doha? Parce que c'est cela des questions fondamentales et essentielles pour la République, pour l'avenir et le devenir de notre République. Que M. Kabila soit à Goma ou n'y soit pas, ce qui a été démenti par sa famille politique, ce qui a été confirmé par les gouvernements de la République, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est où va la République démocratique du Congo aujourd'hui? Quelle est la situation? Quelle est la situation de l'intégrité territoriale, la situation de la gouvernance publique, la situation des droits humains, la situation des prochaines joutes électorales? Parce que vous avez l'ami de M. Tshisekedi Kadima qui a nommé tout le monde, qui aujourd'hui a publié une feuille de route sans honte. Toute honte but a publié une feuille de route pour les prochains scrutins. Donc il y a des questions essentielles et fondamentales qu'il faut qu'on se pose, que notre attention, que l'attention des Congolais ne soit pas détournée par des querelles et des guerres entre deux individus qui ont vendu le pays, qui ont détruit ce pays au mépris de la volonté du souverain primaire. Merci bien, M. Bajoko. Alors, M. Manexienda, le ministre de la Justice parle de haute trahison. Le ministre de l'Intérieur évoque le fait qu'il séjourne à Goma, une partie du pays contrôlée par la FCM23 sous la botte de l'armée rwandaise. Nous avions eu M. Aristote Ngarime ici qui évoquait l'article 30 et 31 de la Constitution qui dit que chaque Congolais a le droit de s'installer où il veut, sur l'ensemble du territoire national. Pour lui, Kabila peut aller n'importe où. Aussi longtemps qu'il est en République démocratique du Congo, ça ne pose aucun problème. Est-ce que aller à Goma, aujourd'hui, peut être considéré comme une infraction? Non, non. En fait, il faudrait faire très attention aux positions de certains militants de partis politiques qui n'ont comme réflexe que de tirer les draps de leur côté, même quand il s'agit d'une question de la République. Vous savez ce qui est dommage dans notre pays? On est arrivé à un stade où les militants de partis politiques préfèrent préserver les intérêts de leur parti qu'aux intérêts de la nation. Parce que je suis membre du PPRD, même si Joseph Kabila, le chef du PPRD, devient criminel, je suis obligé de l'accompagner. Je suis obligé de le soutenir. Je suis obligé de porter son combat et sa cause. C'est ça, au fait, l'homme politique dans ces carcans de partis politiques au Congo. On privilégie les partis en lieu et place de la patrie. Il évoque l'article 30 et 31 de la Constitution. Mais que lui commence d'abord à aller à Goma. Lui, Aristote Ngarime. Parce qu'il en a le droit autant que Joseph Kabila au regard de l'article 30 et 31 de la Constitution. Que lui, Aristote Ngarime, demande à sa famille d'aller s'installer à Goma. Parce que sa famille bénéficie de la même disposition que vous avez évoquée tout à l'heure. Ne confondons pas les choses et ne faisons pas des raccordements frauduleux. Goma est une de parties de notre territoire, ça c'est une évidence. Mais pendant que nous parlons, l'ennemi occupe la ville de Goma. Il est vrai, nous avons la responsabilité de rappeler à ceux qui détiennent le bâton de commandement de la République de récupérer vite les territoires occupés. Mais pendant que les territoires sont occupés, c'est une zone d'insécurité qui s'installe. Vous pensez que la population qui vit à Goma, qui vit à Bukavu, cette population vit paisiblement? C'est au nom de quel droit constitutionnellement garanti où on peut exiger à la population de manière obligatoire, à défaut de quoi on vous tue, d'aller assister à un meeting des rebelles? C'est dans quel droit? Dans quelle constitution?
Monsieur Ça veut dire aujourd'hui, il faut faire très attention à ce genre de déclarations des militants avec des velléités très complexes et je dirais même perplexes, de gens qui veulent préserver les intérêts de leur chef au détriment des intérêts de notre pays. Je reviens très rapidement à ce qu'a dit mon co-débatteur tout à l'heure. Il a évoqué beaucoup de questions. Je comprends, Yves Badjogo interprète le propos de Manix Iyenda que je suis avec le prisme de l'opposition politique, je comprends. Il a fait les raccordements frauduleux lorsque j'ai évoqué le fait que Joseph Kabila, dans sa déclaration, a interdit les soutiens de l'Afrique du Sud au Congo comme une défaillance, une faiblesse, une capacité diplomatique du pouvoir en place. C'est combien de fois vous avez fustigé de choses? Combien de fois vous avez même méconnu la légitimité du président de la République? Combien de fois vous avez nié même le fait que le président Tshisekedi soit considéré comme un président de la République, parce que d'après vous, le président c'est Martin Fayulu. Est-ce que cela a empêché à M. Tshisekedi d'être président de la République? Il est président de la République. Mais c'était quand même votre déclaration. Autant que c'était la déclaration de Joseph Kabila qui veut que l'Afrique du Sud comme un État n'apporte pas son soutien. Ça, c'est la déclaration de Joseph Kabila qui n'engage pas la République. Ce ne sont pas les déclarations de Joseph Kabila qui fait de la RDC un État faible du point de vue diplomatique. Ça, c'est un raccordement frauduleux. Il dit en deuxième lieu, Nanga fait le jeu de Kabila depuis quand? Le deal, il a évoqué le deal. Ou le deal de Joseph Kabila depuis quand? Depuis le jour où il a dit aux Congolais que Tshisekedi n'avait pas été élu et que Tshisekedi doit respecter l'accord qui passe entre Kabila et Tshisekedi, parce qu'il s'agit de cet accord qu'on a instauré, c'est que Kabila a appelé, et Nanga autant, les compromis à l'africaine. Parce que pendant que Nanga réclamait le respect de cet accord, Nanga plaidait la cause de Joseph Kabila. Nanga voudrait que Tshisekedi respecte l'accord qu'il a signé avec Joseph Kabila. Les rôles de Nanga commencent à ce niveau. Mais est-ce que si on suppose que cet accord a bel et bien existé, donc dès le départ, le problème que nous vivons aujourd'hui, la source, c'est peut-être, on dira, le non-respect de cet accord-là, finalement. Parce non, que... mais s'il faudrait rester dans cette logique, le problème s'appelle Joseph Kabila, dans un premier lieu, et Corneille Nangaa, en deuxième lieu. Parce qu'il me semble que ceux qui ont dérouté les résultats électoraux sont les deux que je viens de citer tout à l'heure. Mais si on reste dans cette hypothèse, ça veut dire que le président Tshisekedi, qui aurait accepté cette forfaiture, il n'est pas sain. Pensez-vous vraiment que Tshisekedi avait accepté cette forfaiture sur base de cet accord qu'il aurait passé avec Joseph Kabila, ou par rapport aux résultats qui lui ont été proposés ou présentés par la CENI? Donc le deal a bel et bien existé. Non, mais voilà maintenant la contradiction. Comment vous proclamez quelqu'un élu? Quelqu'un qui a été élu, est-ce que ça demande encore des gymnastiques pour faire un accord avec lui? Ça n'a pas de sens. Il a été élu. Cela suppose que le peuple a choisi un candidat élu président de la République. Ce qui est tout à fait normal que la CENI proclame ses présidents élus. Non, mais Martin Fayulu a dit que ça n'a jamais été le président Tshisekedi qui avait été... Non, mais ce n'est même pas Martin Fayulu qui l'a dit en premier, c'est Corneille Nangaa qui l'a dit en premier. Bon. Enfin, c'est Fayulu qui l'a dit, Fayulu le disait en termes de réclamations de vérité des urnes. Oui, oui. Mais ici, je voudrais rester dans le discours le plus vrai. C'est lui de Corneille Nangaa, parce que c'est lui qui était le président de la CENI. Nangaa nous dira après que Tshisekedi n'avait pas été élu. Conclusion logique, en réalité, le premier ennemi de Martin Fayulu s'appelle Corneille Nangaa. Le deuxième ennemi de Martin Fayulu, peut-être si vous voulez, vous pouvez faire l'inverse, c'est Joseph Kabila. Mais revenons maintenant à ce que lui parle des deux personnes qui ont
géré la République pendant longtemps et jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça reste un conflit entre deux individus qui au départ ne se sont pas entendus et leur conflit continue jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et leur conflit fait que toute la République soit dans cette situation d'aujourd'hui. Joseph Kabila et Félix Tshisekedi aujourd'hui. Conflit entre deux personnes qui engagent l'État. Je ne pense pas qu'il y a eu un accord entre Tshisekedi et Kabila, je ne pense pas. Okay. Le vrai combat entre Tshisekedi et Joseph Kabila, c'est un combat d'approche. C'est un combat de positionnement. C'est un combat de conquête de pouvoir. Le PPRD évoque le fait que Étienne Tshisekedi à l'époque avait accueilli ou avait accepté que l'AFDL arrive à Kinshasa. Ils avaient leur soutien. En 2002, il s'est même rendu à Kisangani et même au Rwanda pour justement créer cet accord ou travailler ensemble avec le RCD de l'époque pour justement qu'il y ait des échanges afin que le gouvernement soit formé pour qu'il y ait la paix finalement. Cet exemple ne tient pas la route. Dans la mesure où, à l'époque où Étienne Tshisekedi Wamolumba est allé rendre visite, est allé discuter avec le rebelle de RCD, à cette époque, l'état de notre pays, enfin notre pays n'était pas encore dans une dimension la plus démocratisée comme c'est le cas aujourd'hui. Notre pays n'avait pas une stabilité des institutions constitutionnellement garantie comme c'est le cas aujourd'hui. Et même les animateurs qui dirigeaient l'État à l'époque n'avaient pas une certaine légitimité comme c'est le cas aujourd'hui. Toujours est-il qu'il y avait... En réalité, après qu'il y ait fissure en termes d'organisation de l'État, nous avions assuré un nouveau départ de cet État démocratiquement conçu à partir de 2006. Ça veut dire, tout ce moment d'avant, où Jean-Pierre Bemba était dans son coin, Zarias Roubero était dans son coin, Étienne Tshisekedi Wamolumba dans son coin et tout le reste, c'était dans une forme de transition entre un État autoritaire vers un État démocratique. Mais aujourd'hui, encore que Étienne Tshisekedi Wamolumba n'était pas un ancien président de la République. Un ancien ministre, un ancien premier ministre. Encore que Étienne Tshisekedi Wamolumba ne gérait pas la République. Mais aujourd'hui, on parle d'un ancien président de la République, dont les devoirs et les droits sont garantis par les textes et le surcroît, la constitution de notre pays. Je veux vous lire l'article 5, s'il vous plaît, c'est quand même important, de la loi portant statut des anciens présidents de la République. La loi dit, tout ancien président de la République élu est soumis à une obligation générale des réserves, des dignités, des patriotismes et des loyautés envers l'État. En défaut de quoi, l'ancien président de la République serait en porte-à-faux avec les intérêts de la nation. Merci. Ce qui est le cas avec Joseph Kabila. Aujourd'hui, Kabila a choisi son camp contre la nation et nous devons assumer les conséquences. Merci bien, monsieur Manix Yenda. Alors, monsieur Yves Badjoko, le fait que monsieur Kabila se soit rendu à Goma, territoire ou ville occupée par l'AFCM 23, ne constitue pas une infraction, une haute trahison, comme l'a dit Constant Moutamba. Cela peut paraître tout à fait normal dans un état de droit, selon vous? Merci. Je suis content parce que je suis quand même aujourd'hui d'accord avec mon ami Manix Yenda. Ça ne fait que continuer. Surtout quand il a dit que ce ne sont pas les déclarations de Kabila qui font de la RDC ou qui font du régime en place un régime avec des défaillances. Je suis d'accord. C'est l'incompétence de M. Tshisekedi et de toute sa gouvernance qui font que le RDC est un État défaillant. C'est ce que je voulais souligner en réalité dans mon premier propos en interprétation de ce que vous avez avancé. Mais votre question est intéressante.
Pour M. Tshisekedi, Kabila est le patron de la FCM23. Pour le ministre de l'Intérieur, Kabila n'a pas dit son soutien à la République démocratique du Congo et condamné le Rwanda. Pour le ministre à la touffe de cheveux, lui, c'est la haute... Il a une touffe de cheveux, mais qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'il a beaucoup de cheveux, il a beaucoup de cheveux. C'est de la haute trahison. Vous voyez? Un même gouvernement, une même république, pour des accusations sur un même individu, ils ont 3 discours différents. Est-ce que c'est sérieux? Ils ont 3 messages différents. Est-ce que les statuts de l'ancien président Kalu Manix peut placer un Congolais, fut-il sénateur, dans une position de haute trahison? Je ne sais pas. Ouais. Non, je ne sais pas. Mais il faudrait apporter et étayer vos propos. Mais le plus grand danger, c'est qu'on est dans des discours divergents, totalement divergents. 3 discours différents qui embrouillent les Congolais. On ne sait plus ce qu'on reproche en réalité à M. Kabila. Il lui reproche quoi? Moi, je ne sais pas. Je ne rentre pas dans les détails. C'est une guéguerre entre les deux, entre M. Kabila et M. Tshisekedi, pour embrouiller les Congolais. Ça, j'insiste, je le dis. Et pour torpiller le processus de Kinshasa. Ça, c'est l'élément fondamental. Ils veulent torpiller le processus de Kinshasa. Et ils vont dans tous les sens. Ils font les choses, ils les font même mal. On aurait compris qu'ils aient un discours cohérent. Tous les 3, en disant, voilà ce qui est reproché à M. Kabila. Et voilà, ils vont dans le sens, et encore. Mais même vous venez de dire, voilà, que dans votre question, vous dites la présence de Kabila. Avez-vous des évidences? Non, nous sommes dans une hypothèse. Ah, nous sommes dans une hypothèse. Que le président Kabila ait réellement été à Goma. Surtout que cette information a été relayée par des médias sérieux. Et comme vous êtes un journaliste sérieux, si vous me dites que vous êtes resté sur des hypothèses, je peux croire que les autres, notamment le ministre de l'Intérieur, a pris ses décisions sur base des hypothèses. Non, parce que il y a des... Mais vous êtes un journaliste sérieux, à moins que vous remettez en question votre propre qualité. Moi, je considère que vous êtes un journaliste sérieux et que si jusqu'à aujourd'hui, vous, journaliste sérieux, vous restez sur des hypothèses, j'ose croire que ceux qui ont pris des décisions les ont pris sur des hypothèses. Et on ne peut pas gérer la République comme ça, c'est ça le problème et c'est ça le drame. Je ne sais pas sur base de quoi ils ont pris leur décision. Ah, vous ne savez pas Je ne sais pas sur base de quoi ils ont pris leur décision, mais ce que moi je constate, c'est qu'il y a une contradiction de part et d'autre. Pour ceux qui sont qui soutiennent Joseph Kabila, ils disent qu'il n'a pas été à Goma. Ceux qui sont au gouvernement disent qu'il a été à Goma. Mais moi, en ce qui me concerne, je ne prends pas position. Et je vous pose ma question. À votre avis, c'est pour ma question conditionnel. S'il est à Goma, pour vous, est-ce que cela constitue-t-il une haute trahison, puisque Goma est entre les mains de la FCM23? Mais très cher dame, nous parlons de la République. Nous ne pouvons pas gérer, nous ne pouvons pas débattre de la République, excusez-moi, mais avec des suppositions qui vont dans tous les sens. Nous devons parler de la République avec des faits, de manière factuelle. Allez, vous ne prenez pas position, mais moi j'ai pris position, je vous ai dit que c'est une pièce de théâtre. Que les uns et les autres sont en train de jouer leur rôle dans le projet de balkanisation de la République démocratique du Congo. Autant M. Kabila, autant M. Tshisekedi, ils jouent leur rôle dans cette pièce de théâtre. La réalité est que la République est sérieusement en danger et que jusque-là, nous sommes dans des questions qui nous mettent dans la diversion totale. Mais allons sur votre terrain, parce que vous dites que vous soutenez la position de l'initiative de la CENCO et de l'ECC, qui est une posture ou une initiative qui vous va très bien. Mais vous avez suivi les déclarations de Monseigneur Mouteba, Fulgence Mouteba, qui a annoncé à la face du monde qu'il recevait des soutiens de plusieurs gouvernements, parmi lesquels le gouvernement rwandais et le gouvernement ougandais. Mais en quoi cette initiative est-elle toujours une initiative qui va apporter la paix, étant donné que les gouvernements qui soutiennent la FCM23 soutient également les pasteurs, les abbés de la CENCO? En quoi cette initiative est-elle toujours importante? J'ai aussi suivi Monseigneur Cholet et l'évêque Senga qui ont explicité en quoi consistait ce soutien de ces différents États, pas que du Rwanda, parce qu'ils ont cité d'autres États, notamment l'Angola, et d'autres pays qui ont apporté effectivement leur soutien. Mais tout ça prouve encore quoi? Tout ça prouve encore la déliquescence de l'État dont je faisais allusion tout à l'heure. Avant de se déployer partout où ils sont passés, ils ont commencé par qui? Ils ont commencé par M. Tshisekedi. Ils lui ont dit, ils lui ont présenté le pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble de la région des Grands Lacs. M. Tshisekedi a adoubé. M. Tshisekedi a recommandé certains chefs d'État à aller voir dans la sous-région
dans le Rwanda. Je pose la question. Mais restons sur les suppositions. Dans Paul Kagame. Pourquoi le gouvernement Paul Kagame. Alors la question qu'il fallait pas voilà. Et le Rwanda soutient la Sanko. Parce que nous sommes dans un État irresponsable. Le régime de M. Tshisekedi est tout simplement irresponsable et incompétent. C'est ça. Et ils ont exposé les évêques de la Senko au soutien de ces différents États. Mais je suis certain, et je connais, pour avoir été dans leur école, je connais les sérieux et l'organisation de l'ECC, de l'Église catholique et de l'Église protestante. Je sais qu'ils sont en capacité de payer leur propre billet d'avion. Mais quelquefois, vous êtes mis dans des conditions où vous ne pouvez pas le faire, je suppose. Parce qu'ils ont expliqué qu'ils étaient en transit vers le Kenya. Et ils ont été apostrophés, arrêtés pour dire pourquoi est-ce que vous ne verrez pas M. Kagame. Et c'est ce qui a entraîné tout ça. Mais le plus important, c'est ce que vous avez dit, comme vous l'avez dit très bien, que nous sommes dans un État irresponsable. Je n'ai pas dit ça. Mais si, dans votre question, comme vous savez bien, qui contient 50% de la réponse, dit que nous sommes dans un État irresponsable. L'État aurait dû mettre à disposition les moyens, entendu que ce que font les évêques, c'est pour la recherche de la paix. Non pas qu'au Congo, mais dans la région, dans toute la région des Grands Lacs. Merci beaucoup, M. Yves Badjoko. Alors, je crois qu'on a pris suffisamment de temps sur cette question. On va prendre la deuxième thématique qui est justement liée à la sortie de crise, solutions. Il y a plusieurs solutions qui sont sous la table. Il y a Doha. Il y a maintenant le président togolais Faure Gnassingbé qui va prendre le relais de l'Angolais Joao Lourenço. Mais entre-temps, il y a également cette initiative interne, ECC Sanko. Monsieur Manik Sienda, quel peut être pour vous c'est que le gouvernement, sur quelle piste le gouvernement peut-il se lancer pour retrouver la paix? Merci beaucoup, Monsieur Dan. Je reviendrai avec ample détail pour éclaircir sur cette question. Mais permettez-moi quand même de revenir sur 2 ou 3 éléments que j'ai entendus. Vous savez, il ne faudrait pas prendre le risque de lier les décisions prises par les ministères de l'Intérieur et le ministère de la Justice par rapport à la présence de Joseph Kabila à Goma. Non. Ces décisions-là sont prises par rapport aux actes, par rapport aux attitudes affichées, par rapport à la position de Joseph Kabila pendant ce moment contre la République. Là, c'est un complément. Mais quand vous lisez les communiqués du ministre de l'Intérieur, s'il vous plaît, le complément, c'est l'effet plutôt de venir à Goma. C'est cela le complément. Mais dans la logique, les services de notre pays, que ce soit le ministère de la Justice ou le ministère de l'Intérieur, restent dans la même logique des sanctions ou encore de l'applicabilité de la rigueur de la loi, comme ça a été le cas pour Franck Diongo, vous savez pourquoi on dit Corneille Nangaa et tout le reste. Pourquoi on parle de Goma? Parce qu'avant, le chef de l'État avait déjà dit bien avant que Joseph Kabila était le patron. Mais il n'y a pas eu de décision du gouvernement. Non, mais on ne peut pas reprocher au gouvernement congolais d'avoir infligé, je vais dire, des sanctions sur Joseph Kabila aujourd'hui parce qu'il ne l'a pas fait hier. Non. Hier, il y a eu des gens qui ont été sous le viseur de la justice. Je veux vous rappeler une chose. Lorsque Franck Diongo était ici, à Kinshasa, avant d'aller dans son faux exil, un exil politique artificiel créé par lui-même, lorsque le service traquait, les parquets traquaient Franck Diongo, qu'est-ce qu'on disait? C'était un acharnement politique. Qu'est-ce qu'on disait? On veut asphyxier les opposants. Restriction de liberté des individus. C'était la dictature. Mais quelque temps après, nous avons vu le même Franck Diongo que la justice a traqué ici, dans le pays, transiter vers le camp de l'ennemi et c'est connu. Il a affirmé et il a assumé sa position aux côtés du M23. Ça c'est clair. Et là, on donne raison au parquet. On donne raison au service de l'État. Ça veut dire que les services de l'État, dans le cadre des enquêtes, il est tout à fait normal de continuer les enquêtes, de réunir des éléments et d'inviter les personnes incriminées pour leur poser un certain nombre de questions. Comme ça a été le cas
pour l'audition d'Aubin Minakou, de Chadari et de tout le reste. Et ne soyez pas surpris, toujours dans le cadre de l'enquête, même demain ou après-demain, Minakou peut être à nouveau convoqué par le service parce qu'il suppose qu'il y a des éléments nouveaux à leur charge. Cela est possible et ça entre dans le cadre d'une enquête continue. Et donc, vous ne pouvez pas condamner l'État pour avoir pris des positions ou des décisions hier par rapport à aujourd'hui, par rapport à aujourd'hui, des décisions aujourd'hui par rapport à hier. Non. Encore que le gouvernement congolais a des informations par rapport à toutes les réalités sécuritaires de notre pays. Je vais m'ouvrir sur cette question des évêques. Et moi, je vais beaucoup être libre et penseur. Moi, je ne suis pas lié au joug des partis politiques. Vous savez, un parti comme l'SID a comme la seule assurance aux vies politiques les dialogues assurés par les évêques. Qu'est-ce qui le prouve? Non, mais je motive mon argumentaire. Parce que dans ces conflits, il y a un conflit entre l'État congolais contre le Rwanda et ses supplétifs M23 AFC de Corneille Nangaa. Et dans ces conflits, l'opposition politique non armée n'est pas partie prenante, d'abord à ces stades. Même les deux processus qui ont été préalablement entamés, dans l'idée de restaurer la paix. Ici, je parle du processus de Luanda, qui est un cadre classique des règlements de conflit entre le Rwanda et la RDC. Et les médiateurs ont été choisis par l'Union africaine, validés par la SADC, l'EAC, l'Union européenne et même le Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est comme ça que je l'ai considéré comme un cadre classique des règlements de conflit. Le deuxième cadre, c'est celui de Nairobi. Or, dans le processus de Nairobi, l'opposition politique non armée ne se retrouve pas. Parce que là, il s'agit d'un État qui doit régler le compte avec les groupes armés, parmi lesquels M23 et l'AFC de Corneille Nangaa. C'est comme ça que vous voyez à tout bout de champ, et c'est tout à fait normal, c'est le réflexe politique normal, nos amis de l'SID revenir tout le temps vers les processus de Kinshasa. Troisième processus. Parce que leur vie politique en dépend. Admettons qu'aujourd'hui, il y a coup d'État. Qui vont faire le coup d'État? Les rebelles. Et lorsque le coup d'État sera réalisé, quel serait l'intérêt de Martin Fayulu? Aucun. Et même si ceux qui vont faire un coup d'État à Tshisekedi prennent le pouvoir, ils assurent la transition, quel serait l'intérêt de l'SID? Voilà pourquoi, en réalité, la vie politique ou l'avenir politique de Martin Fayulu pendant cette trajectoire de l'histoire politique de notre pays dépend, un, du dialogue assuré par l'Église catholique, les évêques, c'est cela la bouée de sauvetage, et de deux, l'avenir de Fayulu dépend aussi de l'attitude de Félix Tshisekedi. Comment ça? Si Tshisekedi sort à la grande porte, ça veut dire si Tshisekedi part en 2028 en organisant les élections. Il doit partir conditionnellement parlant. Mais justement, c'est ça la grande porte. Et c'est ça la voie officielle, la voie des sorties de Tshisekedi. Et cette voie-là, elle est plausible pour Martin Fayulu. C'est-à-dire que si Tshisekedi part en 2028, il est possible par la voie électorale que Martin Fayulu vienne et qu'il soit élu et devenir président de la République. Mais si les pouvoirs de Tshisekedi s'arrêtent avant 2028, Martin Fayulu sera un perdant. Merci beaucoup Manik Sienda. Le temps file. On vient de me signaler qu'on n'a plus vraiment beaucoup de temps. On doit carrément donner... Je crois que je dois donner la parole à M. Badjoko pour clore. Hein. Je crois que... Voilà. Oui. Alors... Monsieur Yves Badjoko, mais ma question d'abord... Bon, on y reviendra. Je crois que les téléspectateurs vont nous être un peu compréhensifs et indulgents. Le temps file. On aura le même casting certainement, si pas en fin de semaine, mais en début de semaine prochaine, pour parler du deuxième sujet de façon très approfondie. Mais aujourd'hui, nous nous sommes arrêtés d'abord sur le premier sujet et nous sommes allés un peu de façon détaillée. Prière de nous excuser pour ça. Alors, Monsieur Yves Badjoko, en quoi le forum peut-il être une solution aujourd'hui? Parce que les évêques
déjà pour le gouvernement, il ne joue pas franc jeu. Et en quoi ceux-là, pour qui la crédibilité est remise en cause, peuvent-ils aider le pays à aller sur la voie de la solution? Merci. Avant, j'ai juste omis de dire quelque chose, que ni Nanga, ni Kabila, ni Tshisekedi n'étaient des ennemis de Martin Fayulu. Non, là il faut oublier. Non, mais l'ennemi de Fayulu, c'est Kabila et Martin. Ni Kabila, ni Nanga, ni Tshisekedi ne sont ennemis. Logiquement. Nous avons déjà pardonné à tous ceux qui ont volé le pouvoir du peuple, la victoire du peuple, ceux qui ont donné et ceux qui ont accepté le vol. Vous êtes un praticien du droit, vous savez que même les receleurs, dans les cas d'une vol, le receleur lui aussi est condamné. Donc nous avons déjà pardonné. Ça, c'est déjà fait. Mais vous dites que il ne faudrait pas que l'on condamne la République pour ne pas avoir pris des décisions à temps. Mais c'est grave, parce que nous avons connu 9000 morts. M. Tshisekedi savait, si tant est que Kabila est le patron de l'AFC, nous aurons pu faire l'économie des morts. Donc vous venez ici de responsabiliser l'État congolais, déjà qu'il est responsable, mais vous l'enfoncez encore un peu plus, parce que si nous avions pris des décisions idoines à l'époque, nous aurions épargné 9000 vies de nos compatriotes. Effectivement, si elle peut être mise en balance pour l'intérêt de la République démocratique du Congo, eh bien, nous sommes preneurs à ce que nous mourons, à ce que nous disparaissons, mais que la République démocratique du Congo puisse vivre, parce qu'effectivement, c'est pour ça que nous sommes en train de nous battre. Vous avez posé la question de savoir en quoi est-ce que le processus que nous appelons le processus de Kinshasa était pour nous la panacée. D'abord parce que ce processus est piloté par des personnes qui ont déjà fait leur expérience dans cette République. Souvenez-vous, en 2016, ce sont les mêmes évêques qui nous ont mis autour de la table avec M. Kabila pour l'organisation des élections que Tshisekedi aurait gagné. Je pense que les personnes qui devraient appuyer les évêques sur cette question, ça devrait être M. Tshisekedi en premier. Parce qu'il aurait bénéficié de cet exemple, de leur expertise, si tant est qu'il avait effectivement gagné les élections. La question de la crédibilité aujourd'hui, vous avez vu, les évêques sont passés partout. Partout où ils passent, effectivement, leur projet de pacte social pour la paix et le vivre ensemble est accueilli partout, dans la sous-région, au niveau occidental et même jusqu'aux Nations Unies. Ça a été adoubé, et même par M. Tshisekedi qui l'a accepté. Donc aujourd'hui, on ne va pas remettre en question un processus qui est salvateur, que nous tous savons salvateur. On va le remettre en question pour rien. Le problème aujourd'hui, c'est que M. Tshisekedi et tous les sbires de l'Union sacrée savent que nous allons parler des questions profondes qui dérangent la République avec le processus des évêques. Nous allons analyser la question. Nous n'allons pas faire comme le petit Kodjo qui reçoit les gens de 10, 15, 20 minutes, qui sortent, qui prennent des positions. Non, avec le processus du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble. C'est Ebérant. C'est Ebérant, bien sûr. Nous allons effectivement aller en profondeur et poser les vraies questions, proposer les vraies solutions, les vraies pistes de solutions qui peuvent déplaire à certains, mais cela sera fait pour la République démocratique du Congo. C'est pour ça que nous avons foi aux évêques. C'est pourquoi nous avons foi à la CENCO et à l'ECC, et c'est pourquoi nous avons foi au pacte. Est-ce que vous avez déjà lu le pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble? Il pose les jalons, on peut le critiquer, surtout certains le critiquent pour cet aspect, pour aujourd'hui, pour le Congo, pour la sous-région, mais aussi pour aujourd'hui et demain. Parce que le pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble sera évalué en 2060. Pour dire où est-ce que la RDC sera en 2060. C'est en cela qu'il est très intéressant. Il pose les bases de la construction de notre réflexion, de notre compréhension du Congo, de la compréhension de la gouvernance, pour que plus jamais demain, un président puisse ramener un imposteur, un meurtrier tel que Kagame au sein de la capitale et qu'il fasse chanter Yonani Obuya Kagame. Et on aura tous une même compréhension de la République, de la gestion de la République. Et c'est là le salut de notre pays. Merci beaucoup, M. Yves Badjoko. M. Manik Sienda, alors, juste un petit mot. Bon, en 30 secondes, moi, j'allais peut-être dire quelque chose sur ce que je viens d'affirmer tout à l'heure. Je les réitère. L'assurance vie politique de l'ECD et de Martin Fayulu, c'est le dialogue, le processus de Kinshasa des prélats catholiques, sans lequel Martin Fayulu n'existerait pas. En deuxième lieu, l'assurance vie politique de Martin Fayulu, c'est l'attitude de Félix Tshisekedi et sa capacité de sortir à la grande porte, c'est-à-dire en 2028, tout en organisant les élections
pour que Martin Fayulu le remplace. Parce que logiquement, si nous nous permettons de faire de l'arithmétique politique simple, il est fort probable que Martin Fayulu, au nom des indicateurs de la popularité, revienne en 2028 comme président élu. Parce que Tshisekedi qui vient de partir, il est évident qu'il reste le plus populaire de la République. Et donc, si demain, Fayulu prend le pouvoir, automatiquement la rébellion va s'arrêter. Parce que même au regard de la communauté internationale, les Nanga et consorts n'auront plus de raisons de faire la rébellion parce que le problème qui était Tshisekedi, ces problèmes-là est déjà passé. Par contre, si quelqu'un comme Bemba, par exemple, devient président après Tshisekedi, les Nanga et les M23 vont continuer la même rébellion dans la logique de combattre Tshisekedi dans le corps de Jean-Pierre Bemba. Parce que pour eux, Bemba allait faire la continuité du combat de Tshisekedi. Donc, ce qui est plus plausible, et c'est le souhait même de nous tous, c'est de voir Martin Fayulu, même sous l'angle sociologique. L'antagonisme qu'il y a, permettez-moi de le dire, entre le Kassaïen et les Katangais, je pense que nous devons trouver une alternative sociologique. Même sur le choix. Parce que les élections dans notre pays ont toujours une connotation sociologique. Il faudrait délocaliser le choix vers une autre région. Parce que si les Katangais ou les Swahiliphones reprennent le pouvoir après les brimades, d'après eux, après les dictatures de Kassaïen, de Tshisekedi, et donc ce serait une revanche, un état de jungle. D'où les raisons pour lesquelles d'avoir un équilibre sociologique en orientant, pourquoi pas, le pouvoir soit vers Bandundu, Fayulu, soit vers Équateur, Jean-Pierre Bemba, mais je donne beaucoup plus de chances et des pronostics à Martin Fayulu parce que il y a plusieurs intérêts politiques qui entrent dans la ligne de compte parce que si Fayulu devient président, la rébellion va s'arrêter au regard de ce que je viens de pousser tout à l'heure comme argument. Monsieur Manik, nous arriverons en responsabilité du fait de la responsabilité populaire. Martin Fayulu est un leader qui a été en 2018, qui a prouvé son leadership, qui a prouvé sa popularité, et il arrivera en responsabilité. Nous prendrons cet impérium par la volonté. Alors il faut prier que Tshisekedi soit efficace. Il faut prier que Tshisekedi résiste au Rwanda. Il faut prier que Tshisekedi organise les élections pour que Fayulu devienne président. On n'a pas besoin de... S'il y a un coup d'État aujourd'hui, alors Fayulu sera perdant. La Constitution l'y impose. Et s'il ne le fait pas, le peuple s'occupera de lui. Mais s'il ne le fait pas, peut-être que c'est Nanga qui va récupérer le pouvoir et Fayulu sera perdant. Non, je pense que les Congolais sont assez matures pour déterminer de la responsabilité. Messieurs, dames, pour votre présence dans cette... émission, votre participation, voulais-je dire, dans cette émission. Merci à la grande équipe qui m'a aidé à vous la présenter. Mais on espère que les partis politiques au Congo ne vont pas toujours disparaître après la disparition de leur leader, après l'initiateur, le visionnaire des partis politiques. Comme on le voit, on le constate le plus souvent des partis politiques congolais et même africains. Paix chez vous, au revoir, pensez pieux chez vous. Bonne fête de Pâques pour tous les chrétiens.